Est-ce que vous avez le sentiment qu'on s'achemine vers une reconnaissance de l'Alliance des États du Sahel? De toute façon, cette reconnaissance va s'imposer au fil des actions que nous poserons sur le terrain, au fil des réformes que les États vont engager dans le cadre de ce nouvel espace. Les débats ont longtemps porté sur qu'est-ce que c'est que le Sahel. Et en échangeant avec ces organisations, on se rend compte que nous avons des partenaires qui nous apportent des réponses à des questions qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. La première des choses, à mon avis, il faut d'abord partir du terrain, avoir des vraies sondes qui fassent remonter la réalité pour comprendre le contexte et ajuster les réponses en conséquence. Nous avons pendant longtemps assisté à une démarche qui était plutôt particulière par la façon dont nos pays recevaient l'assistance. Il s'agissait plutôt de venir avec des réponses et d'essayer de forcer le terrain à s'adapter. Nous disons que c'est une démarche qui n'a pas prouvé son efficacité et l'AES a été créée pour changer de paradigme. D'abord, mettre au devant la capacité interne des États qui l'ont mis en place. Ensuite, renforcer la solidarité entre ces trois pays face au phénomène terroriste qui plombe leur économie. Et troisièmement, essayer d'évoluer vers une institutionnalisation plus forte qui leur permette d'avoir une intégration beaucoup plus forte et qui puisse garantir l'épanouissement économique donc, des pays. Éclairez-nous sur la situation actuelle. De nombreux médias occidentaux, pour la plupart, ont fait état de bruits de bottes, relayés aussi des rumeurs de putsch. Que se passe-t-il réellement dans votre pays? Vous savez, chez nous en Afrique, on dit qu'il est difficile de certifier qu'un puits contient de l'eau sans être à la margelle. En d'autres termes, tant qu'on n'est pas au pied du puits, on ne peut pas dire qu'il contient de l'eau ou pas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a ceux qui font ce que j'appelle des évaluations de salon, étant à 5-6 heures de vol du théâtre des opérations, et qui donnent des opinions sur un espace qu'ils ne connaissent pas. La réalité et l'actualité récente au Burkina Faso est une illustration parfaite de cette situation. De bruit de bottes, il n'en était rien. Et du reste, tout ce qui a été relayé et partagé dans un rythme surprenant démontre à quel point ces gens sont loin de la réalité. Je peux vous dire que le Burkina Faso ne s'est jamais retrouvé dans une situation où les populations ressentent le changement dans le sens le plus positif. Je l'ai dit dans mon intervention, durant 10 ans, pratiquement plus de 6500 écoles ont fermé au Burkina Faso. Ces 10 derniers mois, plus de 1500 classes ont ouvert leurs portes au Burkina Faso. 2 millions de déplacés étaient dans des camps de déplacés internes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 700 000 personnes qui sont reparties dans leurs villages respectifs parce que libérées par les forces de défense et de sécurité. J'étais surpris de voir qu'au détour juste d'une information lapidaire, il y ait une telle offensive de la presse, alors que cette même presse a eu l'occasion de relayer les ouvertures des classes, de relayer les retours de population. Pas même un mot n'a été pipé sur ces avancées. C'est à croire que certains partenaires ou certaines presses sont dans une posture où ils n'attendent que des informations négatives. Et je peux vous dire que la dynamique qui a été enclenchée au niveau du Burkina Faso, sous le leadership du capitaine Traoré, c'est une dynamique qui va désormais sécréter davantage d'informations positives. Donc je dirais que le pays est en train de guérir, le pays se remet sur pied. Les espaces et les villages qui étaient sous emprise terroriste et où les populations n'arrivaient pas à partir, plusieurs de ces villages ont été récupérés et tous les jours,
nous avançons sur... Mais sur la perception que l'on a souvent du pays des hommes intègres, où c'est vrai, les grondements dans les casernes font partie de la tradition. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est justement l'occasion de vous poser cette question sur l'évolution aujourd'hui de l'armée burkinabé. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau? Pour des faits concrets. Il ne peut pas y avoir de grondement dans les casernes lorsque l'armée fait des résultats sur le terrain. Et comme je vous ai dit, l'armée fait des résultats sur le terrain. Ça suppose que les troupes sont en équipe, elles sont bien coordonnées et elles travaillent. Il y a eu d'importants efforts qui ont été faits avec la participation des populations. Et là, je profite de votre micro pour saluer cet esprit de patriotisme qui a été prouvé par le peuple burkinabé, qui a cotisé à ce qu'on appelle l'effort de paix, donné les moyens à l'armée de s'équiper. Et aujourd'hui, nous sommes à un niveau où il n'y a pas un seul soldat qui se plaint de son niveau d'équipement. Vous savez, il y a de cela quelques années, lorsqu'on écoutait les témoignages des soldats, ils étaient obligés de mutualiser des fusils, de mutualiser des casques. Aujourd'hui, c'est du passé parce que les réformes qui ont été engagées ont permis d'équiper les armées, de redonner le moral aux troupes, de les amener en position offensive, alors que ce n'était pas le cas il y a de cela quelques années. Quelles sont les avancées concrètes sur le terrain dans cette lutte contre le terrorisme? C'est ce que je disais tantôt. Vous savez, lorsqu'on dit qu'il y a 1500 écoles qui ont ouvert leurs portes, il ne faut pas le voir en termes de valeur absolue seulement. Derrière chaque classe ouverte, il y a des élèves. Et derrière chaque élève, il y a une famille. Et derrière chaque famille, il y a des exploitations, il y a des activités. C'est tout un ensemble. Donc le fait de dire qu'il y a des écoles qui ouvrent leurs portes, il faut voir ça dans tout un ensemble de chaînes d'effets. Chaque fois qu'un élève arrive à repartir en classe dans son village, c'est qu'il y a une famille qui a retrouvé sa quiétude dans le village. Chaque fois qu'il y a des populations déplacées qui retournent dans leur village, c'est des exploitations qui sont reprises, c'est des activités. Le paysan qui retourne dans son champ, la femme qui arrive à reprendre son activité, et ainsi de suite. Donc je dirais que la situation est en constante amélioration et vous avez plusieurs indices pour cela. Ce que j'ai donné sur les écoles et sur les retours des populations sont deux indices parmi tant d'autres. Mais vous savez qu'au début de la crise, lorsqu'il s'agissait de ravitailler les zones d'insécurité, vous avez des convois qui prenaient 2 mois pour parcourir 100 km. Aujourd'hui, vous pouvez faire 100 convois en 2 mois. C'est quand même des indicateurs qui montrent qu'il y a un certain contrôle sur le terrain. Et dans ce contexte compliqué, en ce moment, dans quelle mesure l'Alliance des États du Sahel constitue un appui solide? Ces résultats sont en partie une conséquence aussi de l'Alliance des États du Sahel, qui a commencé d'abord comme une architecture de défense collective. Vous savez que les 3 pays organisent des opérations ensemble. En matière de poursuite des terroristes, nous n'avons pas de barrière. Les armées et les forces de défense travaillent en bonne intelligence, ils préparent des opérations, ils sont dans une dynamique de solidarité, de soutien mutuel, parce que l'une des faiblesses de cet espace des 3 frontières, c'était justement lié au fait que lorsque le terroriste est pourchassé du Burkina Faso et qu'il franchit la frontière pour se retrouver sur le territoire nigérien, eh bien, les forces de défense du Burkina étaient limitées. Alors, si il y a la chance que les Nigériens sont sur place, ils peuvent faire une riposte. Mais aujourd'hui, il y a comme un étau qui se resserre autour de ces troupes. Et c'est ce qui permet aux 3 pays de faire du progrès. Vous avez vu au Mali, ils ont aussi connu des succès. Mais aucune presse n'en a parlé. Ils ont neutralisé il n'y a pas longtemps un grand chef terroriste qui a semé la mort pendant des années. Personne n'en a parlé. Mais lorsqu'il s'agit juste d'une rumeur, d'un incident de tir dans un palais, que ce soit au Mali ou entre-temps on a mentionné le chef de cabinet du président de la transition, ou au Burkina, parce que des troupes sont venues pour la relève et qu'il y a un tir qui est parti, ça prend
le monde entier et on assiste à une sorte de pollution médiatique telle qu'on se pose la question, est-ce que ces gens veulent vraiment que la paix revienne au Sahel? Et vous pensez que le récent appel du président mauritanien à s'unir en Afrique de l'Ouest contre le djihadisme est lié justement aux résultats obtenus par l'Alliance des États du Sahel? Comment vous percevez, vous, cet appel du pied? Ça, je ne saurais répondre parce que je ne maîtrise pas trop les motivations qui sont derrière. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons passé plusieurs années d'appels. On est resté à faire des appels pendant que les troupes terroristes poussaient des racines. On est resté à faire des appels pendant que des villages disparaissaient. Et c'est justement face à cette inaction, cette inactivité, que les trois pays ont pris leurs responsabilités pour dire il nous faut de l'action au lieu des appels. Et donc je pense que le Burkina, le Mali et le Niger sont dans une dynamique, celle de l'AES. C'est celle qui consiste à sécuriser, à créer les conditions de relance de leur économie pour permettre au peuple sahélien qui a longtemps souffert de pouvoir renouer avec la quiétude. CEDEAO tient un nouveau sommet des chefs d'État, sommet annuel. Je crois que c'est toujours à cette période d'ailleurs que se tient un sommet de la CEDEAO. Et l'institution ouest-africaine donne l'impression qu'elle a du mal à renoncer aux pays du Sahel, aux trois pays de l'AES. Pourquoi selon vous? À partir du moment où nous ne sommes plus membres de la CEDEAO, c'est très difficile de commenter les décisions qui sont prises au sein de cette institution. Que nous avons expérimenté de l'intérieur, nous avons pu mesurer le manque de solidarité étant à l'interne. Et du reste, c'est une des motivations d'ailleurs. Et les sanctions. Vous savez, lorsqu'une organisation qui a été créée pour intégrer l'économie et faire en sorte qu'il y ait des espaces douaniers communs, qu'il y ait une monnaie commune et tout ça, se met elle-même à détruire son économie, on est en droit de se poser des questions. Lorsque une institution comme la CEDEAO sort de sa trajectoire et va confiner politiquement, financièrement, économiquement un membre, alors même que ce membre contribue à l'essor économique de l'espace, on est en droit de se poser des questions. Et c'est pour cela que les trois pays ont compris que rester dans ce carcan, c'est accepter disparaître. Pour contrer le terrorisme, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, c'est le développement bien sûr, l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous parliez des écoles, de l'ouverture de nouvelles écoles. Quels sont aujourd'hui les projets prioritaires au Burkina Faso? On parle beaucoup d'énergie. Et comment se déroule le renouvellement aussi de vos partenariats, de vos partenaires, notamment avec la Russie? Merci pour cette question. Vous savez, il y a beaucoup de spécialistes, d'ailleurs c'est ce qu'on reproche pratiquement sur tous les plateaux télé. Vous avez toujours des gens qui sont loin du théâtre des opérations, qui discutent de ce qui se passe au Sahel. Et pour ma part, la meilleure impression, c'est lorsqu'on devait voir des personnes déplacées participer au débat, lorsqu'on voit des élèves qui ont retrouvé leur village participer au débat ou des chefs de village qui ont vu leur commune harcelée participer au débat. Alors, pour revenir à la question, je dirais que beaucoup nous disent habituellement, alors il n'y a pas que le tout militaire, il n'y a pas que... Eh bien, je veux vous dire, lorsque on nous parle de prendre une piste qui est celle du tout militaire, je pense que les gens font fausse route. Fausse route parce que pour nous, lorsque les soldats se battent pour que les femmes repartent au village, ce n'est pas du tout militaire. Nous avons beaucoup de soldats qui, pendant qu'ils combattent, sont dans les salles de classe pour dispenser des cours. Et je ne pense pas que ça, ce soit du militaire. Nous avons beaucoup de soldats qui se sont transformés en infirmiers, en accoucheurs dans les villages. Je ne pense pas que ça, ce soit du militaire. Le président Traoré a lancé une grande offensive agricole à travers le renforcement de l'équipement des producteurs, à travers l'amélioration de l'accès aux intrants, à travers l'aménagement des bas-fonds pour augmenter la production.
je ne pense pas que ça, ce soit du militaire. Alors, il y a beaucoup d'offensives qui vont dans le sens de la construction de la résilience, du renforcement de la résilience, et qui ne sont pas évoquées dans les discours de ceux qui, de loin, pensent que le Burkina est devenu un champ de bataille où il suffit juste de sortir de l'aéroport de Ouaga pour entendre des coups de feu. Eh bien, je peux vous rassurer que les populations du Burkina Faso ne se sont jamais senties aussi proches de la sécurité que maintenant. Et le partenariat avec la Russie? Le partenariat avec la Russie est, à mon sens, l'une des clés aussi de cette réussite. Pourquoi je dis cela? Lorsque nous étions au sein de la CEDEAO, pour acheter, et ça, je pèse mes mots, avec nos propres ressources, toutes les portes nous sont fermées pour acquérir la logistique. Vous vous rendez compte? Un pays en guerre a plus de difficultés à s'équiper qu'un pays en paix. C'est comme si on prend un paysan, on lui ligote les mains et on lui dit de désherber son champ. Voilà la posture dans laquelle nous étions. Même une simple caméra d'hélicoptère, on ne peut l'acquérir. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une sorte de manque de confiance, peut-être, ou alors c'est fait à dessein pour que la crise ne finisse pas. Lorsque vous êtes dans une situation pareille et que vous avez des partenaires qui vous font confiance et qui vous permettent de vous équiper, c'était le cas de la Russie, et c'était le cas d'autres partenaires, et c'est ce qui a permis à nos armées de ressortir la tête. Je vais vous prendre un exemple. J'étais secrétaire exécutif du comité interparlementaire G5 Sahel et nous avons fait une mission d'information parlementaire au siège, au secrétariat exécutif à Nouakchott. Une question a été posée à laquelle nous attendons toujours la réponse. Vous savez, la force Barkhane à l'époque, c'était 4800 soldats qui quittent l'Europe et qui doivent venir s'acclimater, comprendre le terrain et combattre. À côté, les pays du G5 Sahel avaient mis en place une force conjointe presque du même effectif, environ 5000 hommes. Mais ces 5000 Sahéliens qui connaissent déjà le terrain et qui n'attendent juste qu'à être équipés. Et ce n'était déjà pas assez. Hein. Oui. Alors la question c'était de savoir pourquoi se donner tant de mal pour faire venir 4800 soldats de 5-6 heures de vol avec autant de logistique alors que nous avons déjà des hommes prêts qui attendent d'être équipés mais qui n'ont jamais été. Et à l'époque, je posais la question aux responsables du collège de défense à Nouakchott. L'expression des besoins qui émanaient du secrétariat exécutif était toujours mise à côté. Parce que pour caricaturer, il me disait, demandez-leur des bottes, des chaussures militaires, ils vont vous proposer des cadres de fenêtres pour dire c'est ce qu'il vous faut. C'est pour illustrer à peu près ce qui se passait. Et donc, il était clair que pour s'en sortir, il fallait prendre ses responsabilités et voir les partenaires qui sont prêts à nous accompagner pour nous permettre d'avoir des armées fortes, structurées, capables et qui peuvent faire revenir la paix. Et c'est ce que nos chefs d'État ont choisi de faire. Merci beaucoup Jean-Marie Karamoko, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous remercie.